Bon, bien, bonjour à toutes et tous. On commence, là, je vois que tout le monde est très studieux ce matin. Ravi de vous accueillir pour cette conférence qui s'intitule Les dernières nouvelles de l'espace, continuer à explorer, mais pas n'importe comment. C'est un titre important qu'on va essayer de travailler tous ensemble. Je m'appelle Arnaud Saint-Martin, je suis nouvellement élu député de la France Insoumise, député de la Seine-et-Marne. Je suis très intéressé par les questions spatiales, donc on m'a confié gentiment ce panel et je vais essayer de l'animer du mieux que je peux. Alors c'est une conférence qui est importante pour nous parce qu'on va évoquer des points qui sont en fait rarement traités et appropriés politiquement, mais qui sont excessivement importants. On va faire un point critique sur les évolutions du spatial, de l'industrie spatiale, et on va essayer de fournir des clés de compréhension de ces évolutions, et aussi, ça c'est peut-être le plus important, des pistes d'action politique pour avoir des prises sur ces évolutions. Euh, Ce qu'on peut déjà dire, c'est faire un début de constat, c'est que quand on regarde la chronique des activités spatiales, si ça vous intéresse, si vous suivez la presse, c'est qu'on a vraiment une sensation d'intensification de ces activités, d'augmentation, de surcroissance avec des constellations de satellites, beaucoup de lanceurs qui sont développés, testés, certains plus ou moins opérationnels qui explosent parfois. En tout cas, une chronique des activités spatiales qui est très proliférante avec beaucoup d'annonces et d'informations qui sont diffusées sur ces activités, avec des opérateurs de satellites qui sont particulièrement visibles. Le plus connu étant, et on va peut-être le répéter trop aujourd'hui, mais il est tellement présent, évidemment SpaceX et sa filiale Starlink, qui aujourd'hui opère une méga constellation de plus de 6000 satellites, ce qui est quand même extraordinaire, hein, enfin, extraordinaire dans le sens de c'est une rupture assez énorme dans le fonctionnement de ces activités. C'est le premier opérateur de satellite. C'est les premiers testés, c'était en 2019, et aujourd'hui c'est le premier opérateur. Donc on a ce genre de déploiement en orbite basse qui en annonce d'autres. D'autres méga constellations sont en cours de tests, démonstrations, et bientôt seront lancés, par exemple Kuiper d'Amazon, qui est théoriquement un des concurrents de Starlink. On a aussi des lanceurs toujours plus lourds. Alors là, il y a une espèce de compétition aussi aux capacités d'emport et au gigantisme de ces infrastructures. Alors, il y a le Space Launch System de la NASA qui vise la Lune, qui est de l'autre côté là-bas. Il y a aussi le Starship de SpaceX, qui est le lanceur le plus lourd jamais imaginé, conçu, testé aujourd'hui au Texas. Donc le Starship de SpaceX, qui promet la Lune et peut-être plus tard Mars, on verra, mais qui surtout a une capacité d'emport énorme, c'est plus de 150 tonnes. Donc ils imaginent ce que vous pouvez satelliser en orbite basse. Donc là, on a ce genre de perspective aujourd'hui. Donc c'est clairement un moment un peu critique dans l'histoire spatiale où en tout cas pour les économistes de l'espace, ça s'ouvre avec plein de promesses, des applications partout, de l'internet spatial, de l'internet des objets, et tout ça est promu par des entreprises sous l'angle vraiment marchand. Alors moi je parle d'astrocapitalisme. Je me suis pas présenté, mais je suis aussi sociologue des activités spatiales et j'ai un peu théorisé ces questions-là. Et donc là on a une forme d'astrocapitalisme qui se développe, mais de façon hyper incontrôlée. Les gouvernements sont toujours un petit peu à la ramasse pour essayer de contrôler ces flux. Et là, on a donc une vision très mercantile de cette surabondance de projets, ce qui est en soi un problème quand on va évoquer la question de la régulation de ces activités. Pourquoi c'est un problème? Parce qu'il y a plein de missions qui sont potentiellement menacées, notamment les missions scientifiques, technologiques, d'intérêt général, dont les manœuvres en orbite seraient potentiellement gênées par la prolifération de ces systèmes. Quand vous avez 6000 satellites et bientôt beaucoup plus, salut François, donc là, ça pose potentiellement des problèmes de trafic orbital, et c'est pas rien. Et d'autant plus que donc, ces satellites dont on va sans doute parler, d'observation de la Terre, qui documentent les effets du changement climatique, des dérèglements climatiques, sont excessivement indispensables. On en a besoin pour suivre ces évolutions du système Terre. Et si on n'arrive pas à déployer pour ces systèmes-là, ça va commencer à poser problème. Donc, nous, politiquement, il nous semble que c'est fondamental de faire le tri, de dresser un inventaire critique, aussi d'initier toute une réflexion sur les choix à faire. Qu'est-ce qui est légitime dans l'espace? Quels sont les systèmes les plus pertinents, socialement, politiquement, scientifiquement, y compris économiquement? Il y a aussi des promesses qui n'ont aucun sens. On va peut-être aborder la question du tourisme spatial. Clairement, nous, à la France Insoumise, on dit non, on ne déploie pas ce genre de système, ça n'a aucun sens. C'est coûteux du point de vue environnemental, c'est une dépense d'énergie dans le vide
pour justifier des lévitations de quelques minutes d'ultra riches qui n'ont d'autre chose à faire que ça. C'est hors de question pour nous. Mais ceci dit, si on gratte un petit peu la question, quand commence le tourisme spatial, ça c'est une autre question. Mais finalement, la frontière peut être assez poreuse avec certains astronautes d'agence. Mais j'ouvre une question qu'on pourra aborder plus tard. Donc ça, c'est un souci qui est important pour nous, en tout cas, d'ouvrir ces questionnements, parce que politiquement, ils sont rarement débattus. Si on se rappelle l'élection de 2022, il y a eu très peu de débats là-dessus, même presque pas. Jean-Luc Mélenchon a fait un discours où il évoquait les questions spatiales. Il était le seul, en fait. Il était le seul. Et pour moi, c'est vraiment un problème qu'il n'y ait pas de vraie délibération démocratique sur les moyens et les fins de l'exploration spatiale, avec des visions. Enfin, nous, on porte une vision de l'espace au service de la société et pas au service des puissants et des capitalistes. Et c'est une position politique, mais qui est qui est finalement assez difficile à faire passer dans l'espace public parce que le spatial n'est pas objet de politique. Il est objet de fascination, d'enchantement, d'enthousiasme. Ça marche très bien. On a toujours des ambassadeurs, des astronautes pour nous faire rêver. Mais en dehors de ce registre du rêve, c'est quand même assez faible. Donc nous, on a développé toute une composante espace depuis longtemps à la France Insoumise, avec des propositions, des contre-propositions, un livret. Moi, je m'occupe du GT Espace avec Elisa Vernier depuis maintenant plusieurs années. Donc, on fait des propositions, y compris récemment pour les européennes, des propositions fortes. Par exemple, Artemis, le programme de la NASA, très américano-centré. Nous, on en sort. C'est une position politique, parce que derrière, il y a toute une stratégie d'accaparement des ressources spatiales, d'appropriation par les entrepreneurs américains, que nous on refuse. Et il se trouve que la France a signé, avec la France Insoumise au pouvoir et le NFP. Nous on se retire de ces accords. Ça, c'est des propositions politiques. Donc nous on développe depuis un certain temps, alors, via Jean-Luc Mélenchon, que ça intéresse beaucoup, comme vous le savez, mais aussi des collègues députés comme Bastien Lachaud, Rien Saint-Toul, François Piquemal ici présent. Donc c'est un débat politique qu'on essaye de mener, voilà, et qu'on va continuer à faire aujourd'hui dans un registre un peu différent. On va prendre le temps en fait, de déployer, de déplier les problèmes. Et d'affirmer, en tout cas pour ce qui nous concerne, une vision exigeante de l'exploration. Exploration, c'est un mot-clé important, et pas l'exploitation. L'espace comme pure comment dirais-je, source de profit potentiel pour des businessmen qui vendent des solutions qui n'ont pour certaines aucun sens. Alors on a la chance aujourd'hui d'avoir deux invités pour nous aider dans ce cheminement, ces réflexions. Prunelle Vogler, qui est étudiante et membre du collectif pour un réveil écologique, qui a publié un rapport très important dont on va beaucoup parler aujourd'hui, sur le secteur spatial sous l'angle de son impact environnemental, qui est une question clé excessivement importante, qui nous enjoint aussi à poser la question des moyens et des fins. Pourquoi on y va, etc. Quel est le coût des missions spatiales. Donc Prunelle évoquera longuement ce rapport, et c'est important qu'on le fasse parce qu'il est sourcé, il est documenté. On a la chance aussi d'avoir Philippe Lugarini à ma droite, qui est ancien cadre de l'aérospatiale, ingénieur de l'École Polytechnique, de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, et ancien directeur de la stratégie chez Ariane Group. Donc il a une position d'insider, voilà, qui est hyper importante. Donc il a de la bouteille, Philippe. Il va nous expliquer comment ça fonctionne le spatial. Et pour moi, quand on a composé cette conférence, quand on l'a conçue, plus j'y pensais, plus c'est formidable. Ce binôme, il est formidable pour au moins trois raisons. La première, c'est la dimension intergénérationnelle. Je la dis proprement, gentiment quand même. Intergénérationnelle, parce que d'un côté, Prunelle, donc élève ingénieur, qui participe de la mobilisation des ingénieurs sur ces questions-là, sur les questions écologiques, sur pourquoi on s'engage dans la technologie, dans les filières de l'industrie, et quand la planète brûle, quoi. Donc, autant d'ingénieurs qui aujourd'hui se mobilisent pour enjoindre ces industries à prendre le pli de la bifurcation écologique. Nous on le dit comme ça, on ne dit pas transition, on dit bifurcation écologique, c'est un peu plus radical, quoi. On change de cap radicalement, et pour interroger le sens aussi de leurs activités. Ça c'est fondamental, quoi. Quand on s'engage dans une industrie, dans une profession, on a envie d'y mettre du sens, et il se trouve que dans les activités spatiales, des fois on se dit mais ça n'a aucun sens, et il y a des gens qui ont voué leur existence professionnelle parfois à des activités qui n'en avaient pas forcément tant que ça. Et Philippe, de l'autre côté, bah oui, je l'ai dit, tu as une longue carrière, mais c'est important, tu as une expérience, tu as vu beaucoup de choses, tu connais les coulisses de certaines décisions spatiales, ça c'est important, parce que je disais, ça échappe à la délibération politique, parce que précisément ça se construit dans les arènes très opaques, parfois dans les cabinets ministériels,
un peu en loose day sur les coins de table, on va gérer des budgets un peu à la louche. Bon, c'est le genre de choses que tu as observé, Philippe, pendant ta carrière. Donc les petits secrets, mais aussi les dysfonctionnements de l'industrie. Donc on sera vraiment intéressé par tes perspectives. L'autre point aussi, ça c'est très important, et c'est aussi une éthique politique qui nous tient à cœur, et que je pense on partage, c'est que les argumentaires, ils sont basés sur des faits, des données, sur des sources, des documents, un travail d'expertise. C'est-à-dire, on n'a pas une espèce d'opinion personnelle comme ça qu'on va déployer en disant ouais, enfin le spatial, ça devrait être comme ça, un point c'est tout. Non, quand avec les collègues du Réveil écologique, vous élaborez sur l'impact écologique, vous avez cherché des métriques, des données pour essayer de calculer l'empreinte carbone des lanceurs, de tel type de propulsion, etc. Tout ça est sourcé et ça permet d'avancer dans le débat et justement d'arbitrer en conscience. Donc il y a cette exigence de l'analyse sur les faits qui est fondamentale, qu'on trouve dans le rapport, qui fait une centaine de pages, enfin que je vous invite à lire, qui est disponible en libre accès sur Internet. Et il y a une synthèse pour les décideurs, j'imagine, de 10 pages, avec des encadrés et tout. Enfin, c'est préhensible pour tout le monde. Et vous avez fait un effort aussi très pédagogique pour rendre ces questions appropriables par tout le monde. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et Philippe également, tu le fais précisément dans tes écrits. Je cite l'essai L'espace des fous, que tu as publié, ce qui est un titre en soi, L'espace des fous, quoi, et des fous d'espace. Et donc ça, c'est un essai que tu as publié fin 2023. Fin 2023, bonjour. Et qui est un essai très sourcé également sur ton expérience. Et là, j'invite à connectez-vous à Philippe sur LinkedIn, c'est formidable. Tous les jours, il publie des notes parfois très percutantes sur l'état de l'industrie, et il mâche pas ses mots, quoi. Et je pense que c'est important parce qu'il y a souvent une espèce de petit consensus un peu mou dans le spatial. Oui, attention, il parle un peu trop fort. Philippe, il parle très fort. Et moi, je trouve que c'est très important. Que chacun, c'est un petit peu le ronron dans l'industrie. Et dernier élément qui est important aussi, c'est que l'un et l'autre, même si vous n'allez pas complètement dans cette direction, parce que ce n'est pas forcément ce que vous voulez faire aussi, mais peut-être qu'on va le faire aujourd'hui, c'est qu'il y a une préoccupation que vous partagez qui est proprement politique. C'est-à-dire que tout ce que vous... Ouais, je confirme qu'elle a déjà commencé la conférence. Et donc il y a une préoccupation qui est politique, c'est-à-dire que toutes ces analyses que vous nous proposez, elles doivent servir à aider la décision, quoi. Mais la décision, c'est pas comme si vous apportiez quelque chose sur un plateau, puis charge aux décideurs de décider éventuellement s'ils décident, et les fameux responsables d'être responsables. Mais en fait, vous êtes déjà dans la décision. C'est tellement engageant ce que vous dites que de fait, si on vous écoute, on se dit on va peut-être arrêter de faire n'importe quoi. Donc il y a cette préoccupation politique qui est à mon avis fondamentale, et il faut politiser ces questions. J'ai fini là-dessus sur la présentation qui était vraiment trop longue. En tout cas, merci d'être venu jusqu'ici. Aujourd'hui, donc, on aura 2 séquences, et puis après on aura un débat collectif. Une première, on va essayer de donner, de faire un bilan, dresser une cartographie des enjeux de la politique spatiale aujourd'hui. Ça sera la première séquence. Chacun aura une dizaine de minutes pour développer sur un point. Et ensuite, on évoquera la question des usages du spatial. Questionner les usages, qui est une espèce de phrase clé qui revient constamment dans le rapport pour un réveil écologique, qui est hyper importante. Pourquoi on va dans l'espace? Pourquoi tel usage est plus pertinent que tel autre? On va aborder cette question-là en seconde partie. Après, on aura une petite conclusion peut-être politique. Chacun nous dira dans quelle direction il faut aller, comment faire mieux dans l'espace. Et on aura une petite trentaine de minutes pour échanger, si on est efficace, si on n'a pas mangé toutes nos minutes de présentation. Donc ça, c'est pour le menu. Alors, premier round, donc on va essayer de planter le décor. Donc là, je disais, dans la chronique ordinaire des activités spatiales, donc ça c'est un premier point. Si vous regardez, il n'y a que SpaceX, quoi. C'est impressionnant, c'est le New Space, les entreprises privées. Et on a cette espèce de chronique un peu paresseuse dans les médias, de cette révolution 2.0. En gros, les entrepreneurs de la Silicon Valley auraient pris le lead sur les agences spatiales gouvernementales, et le spatial, la nouvelle révolution spatiale qui aurait lieu aujourd'hui, serait le fait de ces entrepreneurs disruptifs. Ça se dit plus trop aujourd'hui, mais
qui change la donne radicalement. Et finalement, les gouvernements, les agences spatiales qui ont vocation à mettre en œuvre les politiques spatiales nationales seraient secondarisées, ringardisées, par exemple le CNES en France ou l'ESA au niveau européen, par ces entreprises qui prendraient le pas sur le spatial à l'ancienne, qu'on a connu, le spatial de guerre froide. Bref. Donc on appelle ça le New Space, paraît-il. Premier point peut-être, et je vais confier le micro à Philippe, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça fonctionne et cette partition entre le public et le privé, qu'est-ce qu'elle dit aussi de cet état, de cette séquence qu'on vit? Est-ce que c'est si tranché? Est-ce que la privatisation, c'est pas une espèce de surenchère rhétorique qui correspond pas vraiment à la façon dont ça fonctionne? Vous aurez compris que c'est une question purement rhétorique également. Ouais. Merci, la réponse est oui. Tu as une autre question? J'ai toujours une petite coquetterie. J'aime bien rappeler que je n'ai aucun conflit d'intérêt avec l'industrie dont je suis issu. Je suis retraité et je ne perçois aucune rémunération, ni normale, ni différée, ni toute autre nature, de mon ancien employeur, avec lequel je n'ai plus qu'une relation d'amitié et de respect que je porte à mes anciens collègues, et éventuellement un petit alignement intellectuel avec cet employeur qui est Ariane Group. Alors, est-ce qu'on a une bascule actuellement du public sur le privé en matière de gouvernance? La question mérite d'être posée. Je crois que les jeux ne sont pas faits et qu'il est important que cette bascule n'intervienne pas. Les affaires spatiales sont des affaires publiques, pour au moins 4 raisons. La première, c'est que les activités spatiales interviennent sur et dans un espace, sans jeu de mots, un espace public qui est encombré physiquement, radioélectriquement, et dont il faut régir l'accès. La deuxième, c'est que le spatial, l'espace utile, ça sert à déployer des infrastructures d'intérêt public. Donc il est logique de traiter ça, de gouverner ça sous une forme publique. La troisième, c'est que par-delà l'arrivée de financements privés, dont on reparlera, la part prépondérante des financements reste publique et qu'il est important de la gouverner. Et puis la quatrième, qui, comme disent les jeunes, mes enfants disent, ça tue tout, et j'aurais pu dire que uniquement la quatrième, c'est que ça fait quelques années, depuis 1967, que nous avons décidé de gouverner l'espace de manière publique. Il y a un traité de 1967 des Nations Unies qui dit que les États sont responsables des activités spatiales, non seulement leurs activités propres, j'ai un intrus là qui est en train de m'agacer, non pas uniquement leurs activités propres, mais aussi celles de leurs ressortissants, et qui place la responsabilité, qui place sur les États une double responsabilité. Une responsabilité qu'on dirait civile en langage ordinaire, c'est-à-dire obligation de réparation des dommages, avec la particularité que c'est une réparation illimitée, et donc ça n'est pas traitable par des techniques classiques d'assurance, et une responsabilité juridique internationale devant les autres États. On pourra revenir sur ce que ça peut impliquer. Alors, donc ça doit rester une affaire publique. Comment les États se sont organisés pour gérer l'espace? Ils se sont dotés d'agences spatiales et on va essayer de les parcourir parce qu'elles ont toutes des caractéristiques un peu différentes, et notamment en Europe, c'est un peu la pagaille. La plus connue, c'est la NASA. Alors, c'est une organisation assez simple aux États-Unis. Il y a une agence spatiale fédérale, une agence fédérale, qui répond à un État fédéral. Dans la pratique, c'est un poil plus compliqué, et cette agence fédérale, elle a une mission d'exécution uniquement. Elle n'a pas vraiment le rôle d'élaborer la politique spatiale américaine. Il y a un autre organisme à côté qui est moins connu, le National Space Council, qui est chargé de ça. Et alors, les deux organismes, que ce soit la NASA ou le Space Council, ça rejoint le propos d'Arnaud, sont deux organes de l'exécutif américain. Mais il y a une particularité qui est à mettre au crédit de l'organisation américaine, c'est que dans ce régime plutôt présidentiel des États-Unis, le Congrès joue un rôle déterminant
dans la politique spatiale américaine. L'administrateur de la NASA, il a l'habitude d'aller en petite tenue se faire remonter les bretelles devant les commissions d'enquête du Congrès. Il y a un inspecteur général de la NASA qui ne travaille pas au profit de la NASA, mais qui travaille au profit du Congrès. Et quand il parle, ça remue pas mal. Et le Congrès aux États-Unis gère le spatial, non pas comme un gros agrégat global, mais descend au niveau de chaque programme et discute l'opportunité de chaque programme. Alors en Europe, à côté de ça, waouh, c'est un poil plus compliqué. Alors c'est multipolaire, c'est ou quadripolaire. On a d'abord des agences spatiales nationales qui mettent en œuvre des politiques spatiales nationales. Le CNES en France, l'Asie en Italie, le DLR en Allemagne, etc. On a l'Agence spatiale européenne, qui est un machin bizarre. Pour paraphraser un ancien président de la République, je dirais que, en tant qu'agence spatiale européenne, il lui manque au moins deux choses, d'être une agence spatiale et d'être européenne. C'est une organisation internationale coordonnée, qui n'a rien à voir avec l'Union européenne, l'Union européenne n'en a pas la tutelle, n'en est pas membre, et lycée de Versailles. L'Agence spatiale européenne a pour mission de promouvoir la coopération en matière spatiale. Et donc cette formulation un peu curieuse, puisque l'accent est mis sur coopération, signifie qu'elle doit internationaliser des programmes dont l'intérêt a été établi par les membres de l'Agence spatiale européenne. On a d'autres organisations, vous avez peut-être entendu parler d'EUMETSAT, on en a parlé récemment, pour l'exploitation des satellites météorologiques, qui est aussi une organisation internationale coordonnée, qui n'est pas l'Europe, même s'il y a un noyau dur qui est le même. Et puis on a l'Union européenne qui, depuis, je crois que c'est depuis Lisbonne, a une compétence en matière spatiale, mais une compétence partagée avec les États. Et les traités disent clairement que les initiatives de l'UE ne doivent pas faire obstacle aux politiques nationales des États membres. Donc c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et avec ça, alors j'oublie de dire que, sinon ça serait trop facile, que les géographies de ces différents organismes ne coïncident pas. Vous avez des pays qui sont membres de l'un mais pas de l'autre. La Turquie est membre de METSAT. La Grande-Bretagne est membre de l'Agence spatiale européenne. Bon, voilà. Et les principes fondateurs sont totalement différents. L'Union européenne agit avec un ADN qui est celui du libre marché, et l'Agence spatiale européenne est régie par la règle du retour géographique qui est totalement antagoniste au libre marché. Donc avec ça, on a quand même réussi à faire des choses pas trop mal. Pour placer un jeton sur différents organismes, Ariane, c'est un programme de l'Agence spatiale européenne. Météosat, c'est un programme de METSAT, financé pour un tiers par METSAT, 2 tiers par l'Agence spatiale européenne et exécuté suivant les règles de l'Agence spatiale européenne. Copernicus, je ne sais pas si vous connaissez ce mot, qui est un système d'exploitation de données satellitaires. C'est un programme de l'Union européenne qui exploite, qui met à la disposition de tout le monde des données qui viennent de satellites de l'Agence spatiale européenne. Galileo, c'est une initiative de l'Union européenne, financée pour partie par l'Union européenne, pour partie par l'Agence spatiale européenne et exécutée dans le cadre de l'ESA. Voilà un bref panorama des gouvernances et des complexités relatives des choses. Est-ce que cette gouvernance publique, aux États-Unis ou en Europe ou ailleurs, est en train de céder le pas au privé autour de ça? Je crois que non. Même si le New Space a l'intention de ringardiser tout ce qui est ancien, quand on regarde concrètement, quand les choses deviennent sérieuses, la gouvernance est prise au niveau des États. Quand on prend les États-Unis, alors pourquoi? Ceux qui ont commencé le plus dans le New Space et la privatisation, c'est aux États-Unis. Ils ont eu 10 ans d'avance sur nous là-dessus.
la vague est en train de se dégonfler. Même même aux États-Unis, où il y a eu des investissements privés massifs qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe actuellement chez nous, la part de financement public reste prépondérante et déterminante. Et quand on en vient aux choses concrètes, le pouvoir public reprend la main. Quand vous entendez, ce n'est pas Musk qui a décidé de déployer Starlink en Ukraine et d'ouvrir ou pas ouvrir le truc. Non, c'est l'État américain qui, par l'intermédiaire de Musk, s'est manifesté. Ce n'est pas Maxar Technologies qui a décidé de publier les photos de scènes à Boutcha. C'est l'État américain. Et je crois que c'est plutôt préférable que ces choses-là soient traitées au niveau politique et non pas au niveau d'entrepreneurs un petit peu, certains foutraques. Alors, dernier exemple qui me paraît important, c'est, pour revenir en Europe, vous entendez beaucoup parler d'une privatisation. Vous avez cette start-up qui prétend privatiser le transport spatial, les transports de marchandises vers l'orbite, les cargos, éventuellement les bonhommes vers l'orbite basse, vers la Lune. C'est du bullshit. Sa boîte n'a rien de privé, parce qu'elle va être elle n'est pas plus privée que toutes les entreprises du secteur spatial, ni plus ni moins. Mais surtout, elle aura pour client principal, voire unique, l'Agence spatiale européenne. Mais au-delà de cette affaire de privé ou pas, lorsqu'elle va réellement, si elle y arrive un jour, faire ses opérations de cargo vers l'espace et revenir, on va mettre en œuvre des responsabilités étatiques et des moyens étatiques absolument fondamentaux. C'est le CNES qui va prendre la responsabilité de lancer, au nom de l'État français, et d'assurer les responsabilités internationales du lancement. C'est la DGA, vraisemblablement, qui va détacher des moyens, des bâtiments d'essai dans la zone de retombée pour surveiller. C'est la DGAC et les affaires maritimes qui devront émettre au nom de l'État les interdictions de survol et les interdictions de patrouille maritime, de navigation dans ces zones-là. C'est la Marine nationale qui devra aller les faire respecter. Donc tout ça, pour moi, ça effondre le mythe, ou ça doit effondrer le mythe d'un transfert vers le privé. Je pense qu'il y a une vague actuellement, c'est du hype, tout ce qu'on veut. Il est fondamental que les États, dans la logique d'un traité qui est de 67 et qui est magnifique, reprennent la main sur la gouvernance du spatial. Il y va de préoccupations écologiques qui seront développées par Prunel, il y va de responsabilité internationale, et il y va simplement du droit d'un État à gérer l'allocation des ressources qu'il veut mettre sur tel ou tel sujet. Voilà. Merci pour ce premier point. J'aurais plein de questions, mais je pense qu'on va être efficace. Je vais faire circuler la parole, sinon... parce que vraiment, ça ouvre plein de problèmes hyper importants, notamment en termes de... qui gouverne quoi et pourquoi cette hype entrepreneuriale, pourquoi ça prend, y compris dans les agences. C'est pour moi un mystère organisationnel, politique. Bref, le CNES se veut aussi Startup Nation. Hein. Il y a des directions qui sont radicalement alignées sur ces standards-là. Pourquoi ça prend dans ces organisations qui ont vocation à porter autre chose que cette vision purement mercantile, capitaliste. Bon, ce serait un point qu'on pourrait aborder dans la discussion après, mais sans plus tarder, je vais donner la parole à Prunel pour avoir un complément. Alors c'était plutôt politique, institutionnel, avec Philippe, et vous voyez à quel point c'est un maquis hyper complexe, avec des organisations qui se superposent, c'est pas la même géographie politique, avec des organisations plus ou moins hybrides, parfois certaines très anciennes, qui ont du mal à changer, et sans doute à raison par moment. Mais là, on va évoquer la question plus écologique, l'impact environnemental de ces activités, qui est une question fondamentale qui n'était pas vraiment traitée jusqu'à présent, parce que tout le monde se disait, mais finalement, l'impact, il est tout à fait dérisoire, il est marginal, par rapport à l'aviation, à tant d'autres industries, le spatial, c'est peanuts, donc n'en parlons pas. Mais finalement, un rapport a été publié qui participe de tout un essor de recherche
sur ces questions, on commence à avoir de plus en plus de données et d'éléments sur lesquels vous vous basez et vous contribuez aussi à la synthèse de ces éléments, enfin vous les rendez appropriables, et vous allez contre cette stratégie de la relativisation, hein, en fait on pollue pas tant que ça dans le spatial. En fait un peu quand même, hein, il faut regarder de près, et ça pose la question de l'arbitrage dont je parlais tout à l'heure, avec des projets qui sont radicalement polluants. Alors vous en citez quelques-uns, tu vas sans doute y revenir dans la deuxième séquence. J'évoquais les méga-constellations, c'est énorme, ne serait-ce qu'en tonnage de satellites en orbite, hein, 6000 satellites, vous imaginez, des satellites qui aujourd'hui, ceux de Starlink, la nouvelle version, c'est 1,5 tonne. Donc quand vous les envoyez par batch de 20, voire beaucoup plus avec le Starship, c'est autant de tonnes que vous envoyez en orbite basse. C'est vraiment pas rien. Et puis ça revient après, hein. C'est pas magique, hein, ça disparaît pas. Hein. Dans la rentrée atmosphérique, non, ça reste en l'air. Et il y a tout un enjeu d'ailleurs pour documenter ces effets-là. Donc moi je te confie la parole sur ces enjeux. Ce qui est intéressant aussi sur le rapport, c'est que vous êtes sur une ligne de crête qui n'est pas évidente. C'est à la fois, bon, on va dire les choses, hein, le spatial, ça pollue aussi. Hein, et on va essayer d'envisager la question de façon raisonnable, rationnelle, sans verser dans le space bashing, qui pourrait être une espèce de backlash qui retomberait sur l'industrie. Et on sent une espèce d'inquiétude dans l'industrie spatiale. Il y a eu récemment des tables rondes, y compris à l'Assemblée. Je n'étais pas encore élu à l'époque, j'aurais tellement voulu y participer en tant qu'élu, mais on verra plus tard. C'était espace et environnement. Et franchement, les porte-paroles et les cadres de l'industrie étaient très inquiets. Ils sentent monter comme une conscientisation, y compris dans l'industrie. Hein. Donc ça greenwash à fond, hein, pour contrer cet essor d'une prise de conscience sur ces questions-là. Et vous participez de cette conscience, mais sans dire « faut tout jeter ». Ce serait quand même trop facile. Évidemment qu'il faut une politique spatiale, il faut continuer à déployer, mais pas n'importe comment. Donc là, je te donne le micro pour présenter ce rapport hyper important. Merci. Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis d'accord que c'est exactement cette motivation des plusieurs jeunes professionnels du secteur qui nous a poussé à écrire ce rapport qui est finalement beaucoup plus ambitieux que ce qu'on avait prévu au départ. Donc je vais faire un peu l'historique de pourquoi on s'est intéressé à ces sujets. Pour un réveil écologique, c'est un collectif d'étudiants et de jeunes professionnels. Et une de nos missions, c'est de réveiller les employeurs, en les poussant à avoir une implication réelle dans la bifurcation écologique plutôt que la transition, si tu préfères, et à éviter en fait à essayer d'aller à leur contact, de les rencontrer et de repérer les blocages qui font que en fait il y a plein de secteurs de l'économie qui sont très en retard par rapport à l'urgence climatique et les différentes crises environnementales. Donc on s'est penché sur 16 secteurs de l'économie et le spatial est un de ces secteurs. Moi, je vais quand même vous dire que j'étais pas du tout dans le spatial il y a 1 an et demi avant de me pencher sur ce rapport. Donc il y a plein de choses, il y avait un coup d'entrée pour apprendre des tonnes de choses. C'est un secteur très niche, mais c'est un secteur aussi très intéressant quand on s'intéresse aux sciences, aux technologies et aussi à la géopolitique, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux militaires et politiques derrière ce secteur. Donc quand on se pose la question de l'impact environnemental des activités spatiales, la première chose, c'est de se demander pourquoi, en fait, à quoi ça sert le spatial et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas juste arrêter les activités spatiales. Donc, en tant que militante écologique naïve, c'est ce que je me suis dit, mais en fait, à quoi ça sert ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrêterait pas juste tout ? Et en fait, il y a quand même des choses très importantes qui ont lieu dans l'espace. On utilise constamment les satellites sans le savoir, avec nos téléphones, mais aussi pour tout ce qui est modèle climatique. Le GIEC a repéré 50 variables climatiques qui sont indispensables à ces modèles, et parmi ces 50 variables, il y en a plus de la moitié qui sont mesurables actuellement depuis l'espace, mesurées et mesurables depuis l'espace, dont 5 qui peuvent que être mesurées par des satellites. Donc la question se pose de comment rendre ce secteur plus durable, vu qu'on en a besoin pour les modèles climatiques et aussi pour les télécommunications actuellement. Actuellement. Oui. Donc le premier constat qu'on a fait, c'est qu'il y a un impact qui est très mal mesuré. Donc quand on veut réduire l'impact d'un secteur, on commence par mesurer, savoir en termes, donc pour le réchauffement climatique en termes de CO2, voir combien est-ce que ça émet de créer une fusée et de la lancer, etc. Et en fait, sur le spatial, il y a une espèce d'omerta, parce que c'est un secteur très niche, ça concerne très peu de personnes. Et il y avait un peu cette idée que comme les satellites participent au modèle climatique, il n'y avait pas trop de questions à se poser sur la pollution liée au spatial.
Et en fait, comparé à d'autres secteurs comme l'aérien ou l'agro-industrie, qui ont pris l'habitude de mesurer leur impact environnemental depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, même si c'est pas toujours bien fait, le spatial, c'est vraiment très très récent. Donc une chose, donc, quand on parle d'impacts environnementaux, il y a le changement climatique, mais il y a aussi tout ce qui est raréfaction des ressources, parce que le spatial utilise plusieurs ressources, des métaux rares, où on peut se poser la question de est-ce qu'on va en avoir suffisamment dans les prochaines années. Donc la raréfaction des ressources et la pollution, notamment avec la question des débris, mais on en parlera peut-être plus tard. Nous, on se penche principalement sur l'impact, la participation au changement climatique, et sur tous ces critères, les données qu'on a sont très incertaines, et les entreprises mesurent très mal en fait l'impact de leurs activités. Donc un des points qu'on aimerait voir être mis en place au niveau politique, c'est de systématiser les analyses de cycle de vie pour les programmes spatiaux. Donc pour ceux à qui ça ne parle pas, le cycle de vie, c'est des analyses qui prennent plusieurs critères en compte sur l'environnement, donc le changement climatique, mais aussi la question de l'utilisation des ressources, par exemple, et qui ont lieu sur toutes les phases du programme. Donc depuis l'élaboration du lanceur ou du satellite jusqu'à son lancement, jusqu'à la fin de sa vie, en fait. Et donc l'objectif de ces ACV, c'est de pouvoir en fait comparer les programmes entre eux et décider quels sont les programmes sur lesquels on décide que l'impact environnemental est moins important que l'utilité qu'on a vraiment envie de faire de ce programme. Et pour l'instant, en fait, l'ESA l'Agence spatiale européenne a mis en place un livret qui permet de réaliser ces ACV, mais elles ne sont pas du tout systématiques. Par exemple, sur Ariane 6, qui a été lancé pour la première fois il y a un mois, l'analyse de cycle de vie a été faite a posteriori. Alors que l'intérêt justement de réaliser des analyses de cycle de vie, c'est de pouvoir comparer les différents programmes entre eux et de faire des choix en fait sur ce sur quoi ce dans quoi on se lance ou pas. Donc pour Ariane 6, la charge sur l'environnement, elle est de 20 000 tonnes de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie. Donc peut-être que ça ne vous parle pas trop, mais les 20 000 tonnes de CO2, pour vous donner un ordre de grandeur, un Européen en moyenne, en une année, il émet 10 tonnes de CO2. Donc c'est beaucoup, mais donc là il faudrait avoir des éléments de comparaison pour savoir si c'est à quel point c'est quelque chose d'important. Mais juste pour vous donner un chiffre qui m'a assez surpris, c'est que sur ces 20 000 tonnes, on s'imagine que tout a lieu pendant le lancement. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Il y a seulement 1% de ces 20 000 tonnes qui ont lieu lors de la combustion des ergols pendant le lancement. Donc le reste, en fait, c'est la construction de la fusée et la production des carburants. Et donc, ça montre qu'en fait, il y a un gros travail qui doit être fait sur toute la chaîne de valeur, donc toute l'industrie spatiale avant, qui en fait est très polluante. Et c'est pas que le lancement des fusées qui est polluante. Ensuite, une autre incertitude, donc ces ACV ne sont pas du tout réalisés de manière systématique et ça empêche de pouvoir mesurer clairement quel est l'impact de l'ensemble du secteur. Mais une autre grosse incertitude qu'on a repérée, c'est qu'il y a des émissions qui ne sont pas du tout prises en compte. Le secteur spatial est le seul secteur les seules activités économiques qui ont lieu pas que dans l'atmosphère, mais qui vont dans l'espace extra-atmosphérique. Et du coup, en fait, il y a des émissions de particules qui ont lieu tout au long du lancement. Et en fait, c'est pas pareil d'émettre des particules ici sur Terre et de les émettre à 8000 km et donc, en fait, on n'a pas du tout de données claires sur quel est l'impact de ces particules. Et les quelques études qui ont été faites montrent que cet impact pourrait multiplier par entre 16 et 30 fois l'impact d'un lancement. Donc on voit que là, en fait, il y a vraiment c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce. On en a parlé avec pas mal de professionnels du secteur. Ils en ont un peu entendu parler, mais personne ne se penche clairement sur cette question. Il y a très peu de financements qui sont faits dans la recherche pour pouvoir mesurer l'impact de ces émissions haute atmosphère. Et ça fait qu'en fait, d'une part, les programmes sont mal... on ne mesure pas systématiquement leur impact, et en plus, quand on les mesure, il y a une grosse incertitude. Donc ça, c'est le premier constat, un impact qui est très mal mesuré.
Et donc si c'était que ça, ça serait pas forcément si alarmant que ça, parce qu'on se dit, bon, le spatial, c'est quand même pas grand-chose. Au quotidien, on n'en entend pas trop parler, c'est un peu niche, ça concerne pas grand monde. Mais en fait, deuxième constat, il y a une croissance exponentielle actuellement du nombre de lancements. Donc en fait, ça fait vraiment un cocktail explosif. On a un impact qui est mal mesuré, qui est potentiellement plus important que ce qu'on pense. Et c'est un impact qui va évoluer, mais vraiment de manière exponentielle dans les prochaines années. Donc là, c'est vraiment moi qui viens pas du secteur spatial. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit mais c'est fou en fait qu'on n'en entende pas parler. Et en fait, on n'en entend pas parler notamment parce que c'est des sujets très techniques et ça intéresse peu de monde du grand public malheureusement. Et les gens dans le secteur sont vraiment passionnés et je pense que pendant de nombreuses années, ils n'ont pas voulu mettre en danger leur industrie et donc se pencher sur ces questions. Mais c'est quelque chose qui est un peu en train de changer, d'après ce qu'on observe et les interviews qu'on a pu mener avec des gens qui s'occupent, des jeunes professionnels notamment du secteur, qui s'occupent des questions environnementales du spatial. Mais pour l'instant, ils sont un peu trop peu nombreux. Et donc, on espère que c'est un sujet qui va devenir plus important. Et notamment, c'est super qu'on soit invité comme ça à parler devant le grand public. C'est quelque chose qui arrive assez peu souvent. On l'a fait dans des écoles d'ingénieurs pour essayer de sensibiliser notamment les ingénieurs qui vont bosser, qui vont travailler dans l'aérospatial plus tard. Mais pour le grand public ou même les politiques, en fait, c'est des sujets où il y a un coût d'entrée technique qui est si important qu'en fait, c'est un peu démotivant. Merci. Là, tu pointes quelque chose de très important, c'est la nécessité d'avoir des données et de financer lourdement en fait une recherche indépendante, autonome sur ces questions-là. Parce que jusqu'à présent, c'est aussi du déclaratif, des entreprises, et tu as parlé d'omerta, c'est quand même très fort. C'est souvent très opaque, et si on touche aux questions militaires, évidemment encore plus. Et d'ailleurs, dans le rapport, il y a très peu de choses sur les questions défense, et c'est pas un hasard. Et c'est peut-être normal, j'en sais rien, mais en tout cas, là, je pense qu'il faut vraiment investir là-dedans. C'est fondamental parce que ça permet précisément de penser l'exploration future, de la rendre encore possible et viable. Donc il faudrait lourdement le financer de façon indépendante. Et dans le rapport, il est évoqué le fait que, il y a un questionnaire qui a été envoyé à l'industrie et vous avez eu une réponse. Alors c'est Ariane Group qui a répondu, mais le reste, oui, dans l'industrie. Et l'ESA qui a répondu aussi. Et tous dans un registre oui, on fait des choses, mais en même temps, on continue à faire n'importe quoi. Bon, vous parlez de dissonance dans ces actifs. C'est quand même assez fort sur l'état de l'industrie. Donc là, je pense qu'il y a un enjeu politique majeur. Et la puissance publique doit se positionner de façon très significative dans l'accompagnement de cette expertise qui, pour l'instant, est marginale, qui n'est pas audible. Tu l'as redit, vous faites un travail d'advocacy dans les écoles d'ingénieurs, sensibiliser le grand public, mais c'est compliqué, C'est compliqué de le faire parce que vous êtes toujours suspecté d'entretenir une forme de space bashing dont je parlais tout à l'heure. Bon, ça c'est un point qui est important. Deuxième séquence, et on est presque efficace. On va pouvoir décoller dans la discussion collective. On va interroger maintenant les usages. Ça c'est quelque chose pour moi c'est un apport majeur du rapport. C'est pas toujours fait. C'est fait parfois par des historiens, des sociologues, des anthropologues qui ont la bonne idée de s'intéresser à ces questions, mais dans l'industrie, pas toujours. La question des finalités, pourquoi on fait du spatial ? C'est quoi l'intérêt d'y aller ? Quand vous écoutez les gens du spatial, qui sont souvent très enthousiastes, il y a presque une dimension religieuse, on y va parce qu'il faut y aller, parce que c'est dans l'ADN de l'humanité, il y a une espèce de biologisation de l'intérêt à aller dans l'espace, qui a toute une histoire sur laquelle on ne va pas s'appesantir aujourd'hui, mais qui fait barrage, qui fait obstacle à ce questionnement, qui est un questionnement politique aussi. Pourquoi on a besoin d'y aller ? Il y a plein de justifications, elles peuvent être technologiques, scientifiques, militaires, parfois culturelles. Il y a plein de justifications. Ça peut être aussi de l'intérêt général, ça c'est quand même assez important. Mais en tout cas, ça pose la question des besoins. Quels sont les besoins légitimes ? Quels sont les besoins superfétatoires, artificiels ? Là, je pense au bouquin qui m'avait marqué du camarade Razmik Kechoyan, Les besoins artificiels. Je ne sais pas si vous l'avez lu, ce livre hyper important, qui invite à penser un gouvernement par les besoins. Quand on investit dans une technologie, il faut qu'elle ait du sens politique, social, etc. Et vraiment un ancrage dans les usages, pas des usages débiles. Si c'est simplement... je parlais du tourisme spatial, qui est la caricature de l'usage qui n'a aucun sens. On avait fait d'ailleurs une conférence là-dessus à la Boétie. Bon, bref.
Je pense qu'on a compris. Hein, mais en tout cas, ça c'est un usage, mais il y en a plein d'autres. Le besoin de connectivité par les méga-constellations, est-ce qu'on a besoin d'être surconnecté, d'avoir une faible latence pour pouvoir jouer en ligne tous ensemble? Bon, on peut poser la question de ces usages-là. Vous le faites, et il y a cette expression, questionner les usages, on va le faire en 10 minutes. On va essayer d'être efficace pour ouvrir la discussion. Peut-être que ce que tu pourrais évoquer, parce que je l'ai cité, mais de façon très allusive, c'est la question des méga-constellations. Parce que c'est un des grands sujets de la politique spatiale qui est là, voilà, on déploie toujours plus. Alors, tu as évoqué Ariane 6, qui va déployer du Amazon. C'est quand même une question intéressante d'un point de vue politique. 18 vols d'Ariane 6, c'est du Amazon. Bon, on a signé. Et ça équilibre largement le manifeste du lanceur. Politiquement, ça dit quelque chose. Sachant qu'on n'avait plus de lanceur, et d'un coup on en a un, et il va servir à Jeff Bezos. Donc ça pose là aussi une question. Et ça sert donc les méga-constellations. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on a besoin de cette surconnectivité? Je pense que là, tu vas pouvoir aborder cette question-là, parce qu'elle est intéressante, parce qu'elle ouvre aussi l'idée de connecter le spatial à d'autres industries. En l'occurrence, c'est le numérique. Et là, le coût environnemental, écologique de ces activités, d'un coup, va s'alourdir brutalement. Hein. Et Philippe, comme tu veux. Hein, il y avait plusieurs chapeaux potentiels. Hein, tu peux ouvrir celui que tu veux. Donc je te confie d'abord la parole. D'abord, je confesse avoir un petit peu œuvré pour qu'Ariane 6 puisse lancer des constellations, et notamment celle d'Amazon, mais bon, il y a prescription. Je vous propose une grille d'analyse sur 3 critères. Celui d'utilité, le terme d'utilité, le terme de stratégique, qu'on emploie beaucoup dans le spatial, et puis la spécificité spatiale, spécificité ou pas spatiale. L'utilité, c'est un terme un petit peu ancien qu'on a beaucoup utilisé quand j'étais jeune. Dans les années 80, on se positionnait avec le terme d'utilité dans le spatial, on se positionnait non pas contre Apollo, qui s'était terminé 10 ans avant, pas tout à fait ça, mais un petit peu contre les tendances qui continuaient, qui voulaient poursuivre la même rengaine Apollo, et Von Braun voulait qu'on aille sur Mars. Il y avait le shuttle qui continuait à glorifier les astronautes dans l'espace. Voilà. Nous, on a voulu parler d'utilité. Et qu'est-ce que c'était que l'utilité? Après avoir pas mal ramé pour trouver une définition de l'utilité, c'est quand on trouve une externalité positive, bien entendu, à court terme. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de dire à l'utilisateur, là, vous êtes en train de travailler pour l'expansion de l'humanité dans 2 siècles, etc. Non, c'est quand une application spatiale délivre immédiatement un service à une communauté d'utilisateurs identifiés. Un satellite météo, ça rend immédiatement des services aux viticulteurs qui, à l'heure près, doit caler sa vendange demain. L'utilité. La stratégie, c'est qu'on emploie beaucoup dans le spatial, c'est autre chose. C'est lorsque, au-delà de l'utilité première avérée d'une application, on trouve, comme aux États-Unis sur les glaces, là, ils rajoutent de la crème au-dessus, on trouve une deuxième création de valeur qui dépasse un peu la première. Toujours pour reprendre Météosat, quand vous avez un satellite de météo, votre utilité première, donc, c'est de satisfaire le viticulteur, mais c'est aussi le moyen de participer. Pour l'Europe, nous avons 2 satellites météorologiques sur 2 positions orbitales, parmi les 8 d'un programme mondial de météorologie. On positionne l'Europe sur les techniques météorologiques, et les sciences et les techniques météorologiques, climatologie. On fait partie du club, et à partir de là, on a accès à la qualité et à la validité des données qui nous viennent de nos partenaires. Vous pouvez comprendre que sur des sujets aussi sensibles que la météorologie ou la climatologie, il serait un petit peu hasardeux de n'être que abonné à des données que nos partenaires accepteraient de nous transmettre. Prenez un satellite d'observation militaire. Sa première utilité, c'est de faire des situations militaires. Mais au-delà de ça, ça permet de se présenter en négociation internationale ou au Conseil de sécurité de l'ONU avec vos images et vos interprétations
des situations. C'est là où l'utilité se transforme en objectif stratégique. Alors qu'est-ce qu'on a avec ce... Alors nous avions à l'époque une aide formidable qui était qu'il n'y avait pas de pognon. Nos commanditaires, qu'ils soient publics ou privés, ils étaient très près de leurs sous, ils en voulaient pour leur argent. Il n'était pas question d'aller leur chanter la pomme avec des histoires de futurs transhumanistes de l'humanité transplanétaire. Il fallait que chaque application délivre, en jargon du truc, à court et à moyen terme. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la météorologie. C'est le magnifique succès du spatial, succès technique, succès d'usage, et puis succès, on va dire, diplomatique, comme on vient de l'évoquer. On a fait l'observation de la Terre, soit dans des finalités technico-commerciales pour la topographie, pour la géographie, pour l'urbanisme, etc., soit aussi pour les sciences de la Terre. Quand on mesure la couleur des océans et qu'on en déduit l'évolution du littoral, du trait littoral, ou qu'on en déduit la turbidité ou pas des eaux littorales, ça a des enjeux fantastiques. On a fait émerger Galiléo, la navigation. Là, c'est purement stratégique, parce qu'à la limite, on avait d'autres systèmes étrangers. Mais avec Galiléo, on s'est donné la maîtrise de la performance qu'on voulait avoir du système et ne pas dépendre de celle que nos alliés, nos meilleurs alliés, nous auraient gentiment concédée. Et puis on a fait des télécoms. Voilà. Télécoms, alors c'est un petit peu... Moi j'étais passionné par ça, on était sincères, c'était des choses utiles. Bon, à l'arrivée, on peut questionner un peu, savoir si... Au début, les télécoms, c'était de la téléphonie. Bon, très vite, ça a été du transport de signal vidéo. Bon, est-ce que c'était d'un enjeu capital de déverser des signaux vidéo partout dans le monde? Bon, on peut peut-être en discuter autour de ça. S'il y a des choses stratégiques, c'est qu'il y a des choses qui ne le sont pas. Parce que si tout est stratégique, rien ne l'est. Il est clair que nous étions... Enfin, ma secte, si j'ose dire, était positionnée pas vraiment en faveur du vol habité. Ça, c'est très clair. Le vol habité, pour moi, c'est une déviance. J'ai dit un machin utile, c'est un truc qui a une utilité première, et un machin stratégique, c'est un truc qui a aussi une deuxième utilité derrière. Le vol habité, c'est un machin qui saute la première étape. Il n'y a pas d'utilité première. Ça fait 52 ans qu'on maintient en permanence des astronautes en orbite. Il serait peut-être temps de faire le bilan. Il serait peut-être temps d'aller au-delà de c'est super, le mec nous fait rêver, il est sympa, il a un charisme d'enfer, et puis il a joué du saxo magnifiquement dans la station internationale. Non, il y a un moment, il faut... Voilà, sur le sujet de Prunelle, la station internationale nous a coûté, entre guillemets, alors 300 milliards de dollars, ça c'est une première chose, mais nous a surtout coûté 140 000 tonnes de matière brûlée ou dispersée dans l'atmosphère à ce jour. Et on en remet 4 à 6 000 par an autour de ça. Vous divisez par 6 astronautes en moyenne dans la station, bah, Thomas Pesquet, il nous coûte 1000 tonnes de matière brûlée et dispersée autour de ça. Alors, la stratégie, on en parle beaucoup actuellement, les aspects stratégiques, on en parle beaucoup actuellement, et on parle de souveraineté d'accès à l'espace. Alors, pour quelqu'un de ma génération, c'est assez rigolo, parce que c'est nous, les vieux Français, qui avons inventé la dimension stratégique de l'accès à l'espace. Mais ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est que tout le monde, tous ceux qui nous traitaient d'archéo-ringards, franchouillards, voire archéo-gauliens, sont en train de se rallier à cette idée de l'accès à l'espace et stratégique, mais pour de mauvaises raisons, pour d'autres raisons. Les lanceurs, les fusées, l'accès à l'espace n'est stratégique que si c'est pour lancer des opérations stratégiques, des missions stratégiques, dont celles qu'on a évoquées. Là, la mode des petites fusées, etc., ça n'a rien à voir avec l'accès indépendant à l'espace.
Nous avons, parce que des pays qui, jusque-là, très atlantistes, se faisaient tirer l'oreille pour développer des gros lanceurs comme Ariane, se sont pris de passion pour les fusées, à condition qu'elles soient made in Germany, pour ne pas les nommer. Et ils sont en train de nous chanter la souveraineté et la dimension stratégique de l'accès à l'espace avec des fusées qui sont plus petites et moins performantes que celles que le CNES tirait du désert algérien il y a 60 ans. Donc, une dizaine de projets de mini-fusées moins performantes que ce qu'on faisait il y a 60 ans, j'ai beaucoup de mal à voir où est la cohérence de tout ça. Je ne vais pas être plus long que ça. Je vous rappelle cette grille d'analyse qui me paraît utile. Elle rejoint le questionner les usages de Prunel. C'est quoi l'utilité? Et l'utilité, elle doit être à court terme, pas se réfugier dans nous préparons l'humanité transplanétaire. La dimension stratégique, c'est quand on pense qu'il y a une deuxième utilité qui va transcender ça et que nous pourrions soupçonner nos meilleurs alliés de préférer que nous restions à l'écart de ça. Et j'étais en train d'oublier le troisième dimension, c'est qu'il faut se comparer, il faut évaluer la spécificité du spatial. Est-ce que le service qu'on veut produire est mieux rendu par une application spatiale ou pas? Aujourd'hui, vous avez des conneries là, qui sont en train de fleurir avec des centrales solaires en orbite. Alors c'est un machin, c'est les Allemands qui veulent trouver une raison de se repositionner dans le solaire, mais comme le solaire il y a l'intermittence, ils ont trouvé le machin génial, on va mettre des satellites qui vont braquer le soleil sur les centrales solaires pour se rétablir par rapport au problème d'intermittence. C'est juste de la folie furieuse. Le projet le moins déconnant, c'est 250 satellites avec des réflecteurs de 1000 mètres carrés chacun, qui devraient braquer le soleil sur les centrales solaires au sol. Les passages. Vous avez des trains de satellites, 250 satellites qui passent 2 fois par jour sur votre centrale solaire pour l'illuminer. Voilà. Reposer la question de est-ce qu'il est fondamental d'aller dans l'espace pour fournir ce service, ou est-ce qu'il faut rester raisonnable et constater que nous avons d'autres moyens de l'atteindre? Je suis un peu long. Hein. Non, mais c'était important. Merci. Et d'autant plus que c'est de l'argent public. Hein. Ces promesses technologiques que tu cites, là, les centrales solaires qui sont portées par l'Agence spatiale européenne notamment, c'est de la R&D. C'est pas encore beaucoup d'argent, mais quand même, c'est arbitré à un moment donné. On prend des décisions et on met de l'argent sur des solutions qui peut-être n'ont aucun sens, hein, du point de vue technique, même du point de vue de l'utilité énergétique, etc. Et puis en plus, du point de vue de... je ne sais pas si on va pouvoir continuer à pointer des télescopes dans le jardin, mais bref... je te confie le micro, Prunel, pour l'angle peut-être méga constellation qui complétera. Si tu permets, je vais juste rappeler pourquoi est-ce qu'en fait, on assiste à une augmentation du nombre de projets faramineux comme ça. Parce que pour moi, ce n'était pas évident au départ. En fait, comme on l'a dit au début, il y a une privatisation des activités spatiales, même si ils sont massivement financés par l'État. Mais on assiste aussi à une miniaturisation des composants, qui fait qu'en fait, aujourd'hui, comparé à il y a 50 ans, c'est beaucoup moins cher d'envoyer quelque chose dans l'espace. Et en fait, c'est grâce à cette miniaturisation des composants que ça devient rentable pour des petits acteurs de développer des mini-fusées, des projets comme Solaris, de miroirs dans l'espace qui renverraient la lumière du soleil, etc. Et donc en fait, il y a cette rentabilité accrue du moindre petit projet fait qu'on assiste actuellement à une myriade de projets délirants, comme l'a dit Philippe. Et ces projets sont aussi liés souvent à une rentabilité des applications numériques et au développement du numérique sur Terre. Et c'est particulièrement le cas des méga-constellations, qui pour le coup là sont pas des petits projets, mais plutôt des projets énormes.
Donc, pour rappeler ce que c'est, les méga-constellations, c'est des constellations de satellites dont le but est de fournir Internet par satellite, donc de développer Internet par satellite. Donc, c'est-à-dire qu'on n'aura plus que Internet viendra directement du satellite et non pas des câbles et ensuite des stations au sol. Donc, ces méga-constellations, il y en a plusieurs. La plus grosse, c'est Starlink, qui est développée par SpaceX. Pour donner un ordre de grandeur, jusqu'à 2019, on avait, donc tout pays confondu, depuis le début de l'ère spatiale, on avait envoyé 9000 objets dans l'espace. 9000 objets. Et là, Starlink de SpaceX, c'est 42 000 satellites. Donc vous voyez l'ordre de grandeur de l'explosion des lancements qu'il va y avoir dans les prochaines années et qui a déjà lieu depuis 2020, il me semble. 2019. Donc voilà, c'est énorme. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'autant de satellites pour avoir Internet par satellite ? En fait, ces orbites, elles sont positionnées en orbite. Ces satellites, sont positionnés en orbite basse pour diminuer les coûts de lancement, mais aussi la latence, et pour que ce soit plus rapide d'obtenir Internet justement par satellite. Et donc le fait qu'elle soit en orbite basse, ça fait qu'en fait, pour couvrir l'ensemble du globe, on a besoin d'avoir beaucoup de satellites, donc des dizaines de milliers par constellation. Donc en fait, donc il y a Amazon qui développe une constellation, il y a aussi les Chinois qui en développent une, donc il y a plusieurs projets de constellation comme ça avec des dizaines de milliers de satellites qui sont en cours, et ça pose plusieurs problèmes. Donc déjà, l'impact environnemental est énorme. Ces satellites, ils ont une durée de vie de 5 ans, donc vous voyez 40 000 satellites qu'il faut changer tous les 5 ans. Donc quand ils sont obsolètes aussi, on va pas les ramener sur Terre, donc soit ils doivent libérer l'orbite et ils sont envoyés plus loin, mais bon, ils restent quand même dans l'espace, soit ils brûlent dans l'atmosphère. Et donc on a vu, il y a eu des images de personnes qui avaient retrouvé dans leur jardin des morceaux de satellites, donc, et ça pareil, il y a aussi un impact environnemental qui est très mal mesuré pour l'instant lorsque les satellites reviennent dans l'atmosphère. Ensuite, autre problème, c'est le risque de saturation de l'orbite. C'est-à-dire qu'en fait, vous imaginez une orbite qui est plus petite que les autres orbites où on va mettre des dizaines de milliers de satellites. Déjà, aujourd'hui, alors que SpaceX n'a pas encore fini de déployer entièrement Starlink, c'est très compliqué de gérer les satellites pour pas qu'il y ait de collision. Et en fait, s'il y a une collision, et il y en a parfois, ça peut entraîner une réaction en chaîne qui va créer de plus en plus de débris. Et c'est des débris qui vont très très vite. Donc dès qu'ils rencontrent un autre satellite, ça le fait exploser. Donc en fait, il y a vraiment un risque de ne plus avoir accès à l'espace à cause de cette orbite basse qui est encombrée par les méga-constellations. En plus de ça, il y a aussi toutes des questions de pollution lumineuse pour les télescopes qui sont sur Terre et qui sont gênés par la présence de dizaines de milliers de satellites au-dessus d'eux. Donc sur ces méga-constellations, la question peut se poser de est-ce qu'on a vraiment besoin de développer Internet par satellite de cette manière ? Ce qui est mis en avant par SpaceX, c'est les zones blanches qui existent encore sur Terre. Et le fait qu'on ne peut pas forcément déployer des câbles Internet partout sur Terre, notamment dans des zones en Afrique, etc. Mais d'après moi, c'est surtout une question géopolitique, plus que vous voyez bien Elon Musk, c'est pas le plus grand philanthrope qui existe. Ça m'étonnerait. Je pense que c'est plus des questions géopolitiques et économiques que d'une vraie volonté d'essayer de désenclaver certaines zones. Et il y a des alternatives terrestres qui existent et qui sont, en tout cas en termes de coût environnemental, beaucoup plus appréciables. Et aussi, donc, autre question aussi, c'est la question du numérique et de ce qu'on fait en fait avec des usages du numérique qu'on a envie de développer avec ces méga-constellations. Si c'est pour pouvoir regarder en streaming sur son téléphone avec Internet par satellite directement des vidéos, on peut peut-être se poser la question de l'utilité vs le coût. Et donc là, en fait, nous, ce qu'on prône, c'est des études coûts-bénéfices environnementaux où en fait, on mesure précisément l'impact environnemental et aussi les retombées sociales du projet et les éventuelles retombées environnementales, mais là, sur les méga-constellations, il n'y en a pas vraiment. Donc, essayer de mesurer précisément quelle serait l'utilité, qu'est-ce qu'un certain programme ou, par exemple, une méga-constellation pourrait apporter à la société et quel est son coût environnemental. Et en fait, ça, c'est des études qui devraient être faites pour qu'ensuite des décideurs puissent s'emparer de ces sujets et choisir, en fait, de la manière la plus démocratique possible
et donc pas avec des investissements à Bercy sans qu'il y ait aucune délibération publique, donc pour que les gens puissent s'emparer de ces sujets et décider de la manière la plus démocratique possible dans quel projet on investit et dans quel projet on s'engage. Merci. Et ça pose une autre question extrêmement importante. Tu parlais de... Oui, je pense qu'on... Oui, vous pouvez l'applaudir. C'est pas le genre de parole dont on a l'habitude, en fait, dans la communauté spatiale, vraiment. Pour avoir assisté à 1 milliard de conférences de politique spatiale, ça ronronne beaucoup. Et éventuellement, il y aura un panel environnement, mais alors là, ça va ronronner dans le greenwashing. Hein. On est beau, regardez comment on contribue à la recherche sur le changement climatique. Bon, bref. Et tu parlais de secte, mais c'est aussi une communauté très nombriliste, hein, qui aime à se regarder et à se construire comme désirable du public, source de fantasmes. Tu as évoqué les astronautes. Bon. Mais sur les rentrées, enfin les retombées environnementales, les retombées environnementales de Starlink, tu les as évoquées, ça rentre dans l'atmosphère et c'est vrai que parfois ça se crache. Mais on pourrait aussi interroger l'économie de tout ça. Ça coûte extrêmement cher. Enfin, du point de vue capitalistique, c'est des investissements mais faramineux. C'est beaucoup d'argent qui est littéralement brûlé dans ces méga constellations pour déployer toutes ces infrastructures. Et c'est pas simplement en orbite, hein, c'est aussi les segments au sol, c'est les terminaux pour les abonnés qui sont lourdement aidés par Starlink pour se déployer toujours plus. Donc il y a tout le temps des offres. Hein. Si vous êtes abonné à X, vous aurez des offres Starlink comme par hasard tout le temps. Et ça coûte très cher à Starlink et donc SpaceX, qui est constamment dans une fuite en avant pour financer son projet, pour éventuellement avoir toujours plus d'abonnés et griller la concurrence. Mais la question c'est, est-ce que le modèle économique est soutenable aussi ? Est-ce que ça ne va pas collapser ? Et si un jour ça collapse du point de vue économique, qui va socialiser les... Voilà. Le gâchis environnemental, ça va être terrible. Voilà. J'ai un peu écrit sur ces questions-là dans un autre registre que politique et j'interrogeais où ça va, quoi. Est-ce que c'est soutenable ? On peut poser des questions. Et si ça ne l'est pas, bonjour les dégâts. On va conclure. On est presque efficace. Je suis très content. Donc maintenant c'est une espèce d'ouverture politique. Voilà. Tu as suggéré dans ta conclusion sur les méga constellations d'arbitrer, de poser les termes du débat sur l'utilité, la futilité. Il y a des termes forts qu'on entend rarement qui ont été prononcés. Projet délirant. Enfin, projet délirant. Quand on lit la presse techno-centrée, c'est toujours fantastique. Il faut continuer. Les centrales solaires, allons-y. Tous les gadgets, c'est formidable. Il y a très peu de fois, vous pouvez lire, à part dans quelques journaux un peu lucides, des éléments de mise en question. Est-ce que vraiment c'est pertinent ? C'est rare, hein. Là, j'ai entendu des mots forts et c'est rare et c'est très bien et c'est enregistré. Donc, projet délirant, ça me va quand on parle de certains projets, les micro-lanceurs, tout ça. Bon. Donc, ça ouvre la question politique. Une fois qu'on a dit tout ça, hein, c'est que maintenant on peut aussi outiller une décision avec des gouvernements, un gouvernement du nouveau Front populaire qui aurait sa politique spatiale, hein, à laquelle j'aimerais contribuer aussi par ailleurs. C'est important et croyez-moi, on a des idées sur la question, vraiment. Mais ce n'est pas l'objet de cette conférence aujourd'hui. Mais comment faire mieux dans l'espace, comment continuer à explorer correctement. Donc là, il faut équiper, outiller, orienter une politique spatiale. Donc la question, c'est comment, où et qui, quels sont les acteurs les plus pertinents, etc. Vous avez 5 minutes chacun pour donner quelques pistes d'action. Là tout de suite, utilité là maintenant, hein, Philippe, puisque c'était ton registre pour justifier ce que c'est que l'utilité. Donc on va essayer d'être efficace de ce point de vue-là. Donc quelles seraient d'éventuelles stratégies à développer en la matière pour qu'il y ait une vraie prise démocratique sur ces questions qui sont sous les radars pour toutes les raisons qu'on a évoquées jusqu'à présent. Outre tout ce qui vient d'être dit, de questionner les usages sur les aspects environnementaux, sur les aspects allocation de ressources publiques, je dirais qu'il y a une méthode, il faut avoir la méthode de l'artisan. Il est important, surtout en France et en Europe, commencer par ranger l'établi. C'est-à-dire avoir une vision claire des outils dont nous avons à notre disposition et éventuellement les repositionner là où il faut, que ce soit l'Agence spatiale européenne, le CNES, et il y a vraisemblablement matière à retoucher un petit peu les frontières ou corriger les dérives qui ont pu être faites à droite et à gauche.
Et le plus important, c'est que même quand notre organisation marche, et elle peut marcher, on peut vivre avec l'Union européenne, l'ESA, les agences spatiales, à condition que chacun soit dans sa ligne de course. Il faut remettre une appropriation démocratique ou parlementaire de ces affaires-là. Même quand ça marche bien, nos affaires spatiales, ça reste en Europe des affaires d'exécutif. Et quand vous avez un ministre qui prend goût, c'est directement le ministre qui bosse. Mais souvent, il a les affaires spatiales en plus du reste. Donc il prend un peu un prêt-à-penser et un prêt-à-décider qui lui vient de fonctionnaires, d'agents, tous brillants, mais qui ne sont pas guidés par un débat public autour de ce qu'il faut faire. Donc, réapproprier au niveau... Alors, je pense qu'entre démocratique et parlementaire, je pense que c'est un petit peu synonyme. Oui. Dans un parlement qui fonctionne bien. Voilà. Se réapproprier cette question-là et de la traiter non pas avec un agrégat budgétaire, tant pour le spatial et basta, mais descendre, comme ça se passe aux États-Unis, au niveau des programmes et questionner chaque programme au niveau parlementaire. Tout simplement. Du coup, j'ai pas grand-chose à ajouter. Mais je vais quand même ajouter quelque chose. Je pense que dans l'optique d'avoir un outil démocratique, que ce soit le Parlement ou autre chose, qui puisse décider des technologies dans lesquelles on investit, je pense que c'est très lié aussi au numérique et que c'est des questions qui ne touchent pas que le spatial, mais tous ces secteurs un peu niches et techniques où il y a finalement peu de gens qui s'intéressent et où c'est finalement des investissements qui guident en fait notre futur et les technologies qu'on va développer et qui vont être utilisées en fait au final par les gens au quotidien. Donc c'est un outil comme ça serait très important à être mis en place, je pense, d'une manière plus large pour tout ce qui concerne les nouvelles technologies. Et ça permettrait à la fois de réguler et de savoir dans quoi on investit. Et je pense que c'est très important aussi pour la France, qui est quand même un pays avec une histoire spatiale assez longue et d'être exemplaire sur ces sujets. Et de pouvoir porter ces sujets de questionnement des usages à l'échelle européenne et voire à l'échelle du monde. Et moi, j'y crois. Je pense que c'est pas impossible d'avoir une régulation, notamment pour les questions de débris, qui ait lieu à l'échelle mondiale. Ça a été le cas en 1987 avec le protocole de Montréal qui a mis fin à la destruction de la couche d'ozone, qui a limité la destruction de la couche d'ozone en supprimant tout ce qui était les gaz réfrigérants qui en fait étaient à la cause de cette destruction et de ce trou qui est en train de se former dans la couche d'ozone. Donc je pense que c'est pas impossible quand il y a quelque chose comme ça, comme les débris qui vraiment sont une menace très importante, que tous les États se mettent d'accord. Donc le protocole de Montréal, ça a été signé par l'ensemble des pays de l'ONU. Donc moi, c'est quelque chose de cette sorte que j'espère voir être mis en place par un gouvernement du NFP. Merci, c'est des bonnes pistes et je m'y retrouve. Et ça demande juste une conclusion peut-être encore plus politique. Ça demande aussi de rompre avec l'espèce de statu quo qu'on subit, qu'on endure depuis quelques années maintenant en matière de politique spatiale au niveau français. Si je vous annonce aujourd'hui que le maître d'œuvre, le pilote dans l'avion, dans la capsule de la politique spatiale française, c'est Bruno Le Maire, depuis Bercy, le ministre démissionnaire et écrivain de renom Bruno Le Maire, qui donc a en charge les affaires spatiales à Bercy. Il fut un temps où c'était le ministère des Affaires de la Recherche qui avait la compétence spatiale. Ça a été finalement déplacé à Bercy, qui a une politique aberrante du en même temps dans l'espace, qui est vraiment mauvaise et qui de fait cadre beaucoup les évolutions actuelles et certaines dépenses qui sont ridicules, les micro-lanceurs notamment. Et entre autres, là, il faut non seulement changer l'architecture ministérielle de la prise de décision au niveau des affaires spatiales, mais aussi redonner de la force à l'Agence spatiale française, qui depuis trop longtemps pâtit d'une espèce de pilotage à vue, et avec le macronisme, ça a été l'improvisation permanente, voilà, et une politique mais radicalement illisible, qui va dans tous les sens, et une direction qui est radicalement aussi alignée sur les standards du start-uping
et qui prône la Startup Nation en orbite basse. Et ça donne quelque chose qui est constamment à la remorque des politiques spatiales, notamment américaines, et toujours avec du retard. On avait écrit une petite tribune avec Philippe, c'est le moment en disclosure, en janvier, pour critiquer la politique spatiale française, qui était une espèce de pâle copie de ce qui se fait aux États-Unis, mais toujours avec un décalage de 10 ans. Entre-temps, les Américains sont passés à autre chose, quoi. 20 ans, encore pire. Donc je pense que là aussi, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Si on est aux affaires, ça peut changer. Voilà. Et au Parlement aussi, on est un certain nombre de députés hyper conscients de ces enjeux et on essaiera de porter la parole politique pour essayer de casser ce petit ronron dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Et quand ça va dans le mauvais sens, quand c'est délirant, comptez sur nous pour le dire haut et fort. Voilà. En tout cas, merci pour votre attention. Je suis hyper content qu'il y ait autant de monde aujourd'hui là. Ça prouve qu'il y a un intérêt clairement pour les activités spatiales. On a une petite quinzaine de minutes d'échange. On a un micro HF qui va circuler, qui va se téléporter, mettre en orbite dans la salle, et puis on va au fur et à mesure répondre. Il y en a devant, partout. Alors soyez efficaces dans vos questions, s'il vous plaît. Ah ouais, en fait, il faut vraiment parler dans le micro. Pour le direct, il faut vraiment parler dans le micro. Ouais, vous venez à la tribune. Vous venez pitcher à la tribune. Ça marche ? Bah ça marche. Faut parler bien fort dans le micro. Oui, donc ma question, elle est très simple. J'ai pris les choses en cours. Hein. C'est par rapport à la guerre des étoiles, est-ce qu'on a la capacité, à partir de nos satellites, de contrer une attaque de satellite ennemi, par exemple, qui détruirait tous nos moyens de communication ? Et la deuxième question est, est-ce que nous avons la possibilité, à partir de nos satellites, d'attaquer, en termes de défense, un satellite ennemi, par exemple ? On entre dans le dur, là. La deuxième question, non, parce que c'est pas du tout, on n'a pas la possibilité, et ce n'est pas du tout dans la politique de défense en France. Je crois qu'il faut avoir conscience que les satellites sont des choses vulnérables, extrêmement vulnérables. Parenthèse, quand des gens vous disent qu'il faut des constellations pour assurer la sécurité des transmissions, c'est du bullshit. Il n'y a rien de plus vulnérable qu'une constellation. En matière de défense, cette vulnérabilité, elle a longtemps été mise au service d'une stabilité. C'est-à-dire que c'était une vulnérabilité comprise par tout le monde, partagée, et qui maintenait les actions agressives sur des agressions soft, pour aller sniffer un peu le satellite, voir ce qu'il dit, etc., et rester sous le seuil des dégradations physiques, parce que là, ça peut se propager à tout le monde, et l'agresseur met en péril ses propres moyens. Est-ce que ça va durer comme ça tout le temps ? J'en sais rien. Je l'espère. Ça laisse entier, par contre, des politiques qu'il faut avoir vis-à-vis de menaces beaucoup plus soft, d'espionnage, de contraintes non destructrices, de brouillage autour de ça. Mais bon, là, je crois qu'il faut demander aux gens de la défense. Nous avons en France la chance d'avoir une organisation de défense très structurée et je ne me sens pas de parler à leur place ici. Oui. Je suis Jean-Victor Castor, député de la Guyane. Vous savez que la base de lancement européenne est à Kourou. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que la Guyane est un territoire qui s'appauvrit. Entre 2017 et 2022, nous sommes passés de 20%, de 30% à 53% de personnes sous le seuil de pauvreté. En 2017, des dizaines de milliers de personnes ont envahi la base de Kourou. Avec le slogan « Ariane décolle, la Guyane reste au sol ». Il n'est pas possible d'avoir de politique publique, y compris spatiale, parce qu'il n'y a pas de satellite sans lanceur, sans base de lancement. Et la Guyane, c'est une base pas simplement commerciale, elle est militaro-industrielle et commerciale.
les élus politiques sont totalement exclus des décisions qui sont prises concernant le spatial. La dernière commission interministérielle européenne, je crois que c'est 16,8 milliards sur 3 ans. La France, c'est 9 milliards sur ces 16,8 milliards. Mais la Guyane, pour construire ne serait-ce que des routes, pour désenclaver le territoire, la position de la France et de l'Europe, c'est 0 € sur la mise en place d'infrastructures routières. 7 communes sur 22 sont totalement enclavées, pas de route. En 500 ans de présence française, c'est 440 km de routes réalisées, moins d'1 kilomètre par an. Ces revendications prennent le pas parce que nous avons une croissance démographique hors norme. Moi, j'ai connu la Guyane avec moins de 60 000 habitants, j'ai 62 ans. Aujourd'hui, il y en a plus de 300 000 officiellement, mais près de 400 000. Et dans les 30-40 ans qui viennent, on aura entre 600 et 700 000 habitants. Aucune décision n'est prise pour aménager ce territoire. Moi, je vous garantis, je le dis très clairement ici, que les Guyanais ne vont pas se laisser faire et que la prochaine fois que la base sera envahie, il y aura peut-être des décisions telles que ça se passe en Kanaki, de tenter de mater les Guyanais pour préserver les intérêts de la France et de l'Europe. Je ne pense pas que le NFP ou que les militants de gauche souhaitent que ça se passe ainsi. Donc vous voyez, je suis à un autre degré. Le dernier point que je voulais soulever aussi, c'est le fait que l'opacité sur l'impact de ces dizaines, voire centaines de lancements qui ont été réalisés sur l'environnement et sur la population. Parce que les dégagements qui sont liés aux lanceurs, personne n'en parle. La seule chose que je sais, moi, c'est que dans les années 98-99, des chercheurs avaient fait des études d'impact. Ils ont tous été virés parce qu'ils avaient diffusé les résultats de leurs études dans une revue internationale. Donc moi, je pense qu'il y a aussi intérêt, un enjeu, un défi majeur, de dire la vérité sur l'impact des lanceurs sur l'environnement et sur la population en particulier. Je pense que ça appelait pas forcément de réponse, mais vraiment je partage ce souci. C'est hyper important d'avoir une redevabilité des agences et puis aussi de questionner à un moment donné l'allocation des ressources, quoi. Très fléchée vers l'espace et au sol, c'est rabougri. Et là, franchement, il y a un enjeu fondamental de repolitisation de cette question. Et si il faut qu'il y ait des envahissements pour que ça change, moi j'y serais favorable. Je crois qu'on avait des questions. Ouais. Je suis pas trop là. Ouais. C'est toi qui gères. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Ma question portait sur le... je suis arrivée au plein milieu de la conférence, donc j'ignore si vous l'avez abordé ou pas. Mais ça portait plus sur l'exploitation des ressources spatiales et notamment l'exploitation commerciale, dont on se rappelle en 2015, Obama avait signé du coup le traité Space Act. Et en 2020, donc Trump, qui, avec les accords Artemis, dont la France est signataire. Et je voulais avoir votre avis à ce sujet, car je trouve que c'est quelque chose de très pertinent. Et donc voilà, merci beaucoup. Vas-y, je te laisserai compléter peut-être après. Oui, c'est vrai que la France est rentrée dans les accords Artemis en 2022. Et donc, elle participe à cet énorme mouvement qui a lieu actuellement pour renvoyer des gens sur la Lune et créer une base lunaire sur la Lune. Nous, on condamne absolument l'exploitation des ressources lunaires. Il faut aussi savoir qu'une base sur la Lune, c'est le premier pas vers aller sur Mars. C'est ça l'objectif de créer une base sur la Lune. Et d'ailleurs, les ressources qui prévoient d'être exploitées sur la Lune, ce sera des ressources qui seront utiles ensuite pour un prochain décollage vers Mars dans l'imaginaire d'Artemis. Donc ça, je suis d'accord que, pour moi, c'est vraiment une erreur que la France suive aveuglément les Américains sur ça. Et on a un énorme rôle à jouer sur faire émerger vraiment aller à l'encontre de cette exploitation des ressources lunaires, ça c'est sûr. Et peut-être maintenant qu'on est dans les accords Artemis, essayer de faire changer les choses de l'intérieur, se retirer des accords Artemis. Mais je pense qu'en fait, le problème, c'est qu'en fait, je pense que les Américains vont le faire de toute manière. Donc, la question, c'est de quel est le poids de la France pour essayer d'empêcher ça absolument. Tu veux compléter ? Je vais être plus sévère, mais finalement plus optimiste. L'exploitation des ressources des corps célestes,
c'est le domaine de la colonisation de Mars, le voyage vers Mars, c'est le domaine de la post-vérité. Ça n'a aucun sens. C'est des choses qu'on ne sait pas faire, on ne sait même pas faire une roadmap de ce qu'il faudrait travailler pour avancer là-dessus. On en a beaucoup discuté avec Arnaud, on a écrit là-dessus. Ces histoires-là, c'est une espèce de... Alors toi tu dis ligne de fuite, moi je dis horizon... Hein, fuite en avant. Voilà, une ligne de fuite en avant. C'est un horizon perpétuel qui sert de clé de voûte à un empilage de récits fabuleux pour justifier des investissements au plus bas niveau. Musk, il a besoin de pognon pour financer Starship, pour lancer Starlink. Point barre. Alors il raconte à ses investisseurs, parce que s'il va voir les investisseurs en disant « Je vais vous rendre la monnaie avec Starlink », il dit « Ouais, tu as un business plan, ROC, ROI, etc. » Donc il leur dit « Oui, mais c'est dans un cadre beaucoup plus ambitieux. On va aller sur la Lune, on va faire une... Et là, on va apprendre à aller sur Mars, on va coloniser Mars. » Hein? And beyond. Je ne sais pas où c'est beyond. Il faudrait demander à un mec du métier, mais et beyond, c'est vrai, hein, c'est les astéroïdes. Ça. Mais l'exploitation des ressources, on a rarement vu autant de conneries débitées autour de ça. L'hélium 3. L'hélium 3. Si vous ramenez, il faudrait 25 tonnes le jour où on fera de la fusion et qu'on la fera avec de l'hélium 3, c'est-à-dire dans quelques siècles. Il faudrait 25 tonnes, et pour les 25 tonnes à récupérer sur la Lune, c'est 2 fois la surface de l'île de France à excaver tous les ans. Enfin, voilà, sur la Lune et ramener. Bon. Hein? C'est lunaire. Oui. C'est lunaire, voilà. Voilà. Et dernier truc, les accords Artemis, bon, c'est clairement une ambition américaine d'empiler du soft law pour proposer après du hard law et un nouveau traité. Je pense que c'est une erreur tactique magistrale de leur part. Ça va un peu long à développer, mais ils se sont tirés une balle dans le pied avec ça. Et je ne comprends pas pourquoi la France a signé ces accords après avoir, en première réaction, tous les juristes du spatial ont dit « mais c'est n'importe quoi ». Les accords Artemis, c'est un OJNI, un objet juridique non identifié, une constellation d'accords bilatéraux tous centrés sur les États-Unis, qui met en préambule « on respecte le traité de 67 » et qui en fait conteste un traité des Nations Unies, qui est la seule chose dont on a. Donc tous les Français, la culture juridique française a dit « c'est n'importe quoi ce truc-là ». Et puis après est venu, pour d'autres raisons que j'imagine c'est un marchandage au niveau diplomatique, on s'est mis à signer ce torcheval, quoi. Voilà. Donc si vous voulez sortir des Artemis, oui, allez-y. Je pourrais compléter, être encore plus brutal, mais en fait, on s'était interrogé sur quel sujet à donner pour cette conférence spatiale, et j'avais proposé la Lune. Je dis ouais, c'est un sujet vraiment de super niche, mais je pense que l'année prochaine, aux Amphis 2025, je vais le reproposer. Je pense que là, il y a peut-être un enjeu, quoi. Mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur Artemis, et moi je me rappelle quand ça a été signé en 2022, c'était au moment du congrès astronautique international qui avait lieu à Paris. Moi j'étais là à la signature, à la conférence de presse. Il y avait un côté, bon, on a signé, qu'est-ce qu'on fait, enfin, pourquoi on a fait ça, on a signé, c'est trop tard. Enfin, et en effet, c'est un coup de canif monstrueux, Artemis, sur le traité de l'espace, quoi. C'est l'appropriation privée des ressources de l'espace, privée. Mais quand on est privé, on est toujours sous responsabilité des États quand on déploie, quoi qu'il arrive. Donc c'est une espèce de non-sens au niveau juridique, tu l'as dit, et tout le monde le sait. Et donc invente une espèce de zone grise, on va inventer un nouveau cadre, un nouveau protocole. En fait non, ça n'a aucun sens. Voilà. Et ça, il faut le réaffirmer. La France aurait dû le réaffirmer de façon souveraine en disant on n'en veut pas de votre traité, c'est ni fait ni... Enfin, c'est pas votre pseudo-traité, c'est ni fait ni à faire, mais on a signé. Voilà, on en est. Et il faut en être pour pouvoir infléchir éventuellement cette trajectoire, lutter de l'intérieur. Non, en fait, on lutte pas du tout avec les États-Unis dans le spatial, soyons clairs. Je crois qu'on a encore 2 questions. Ou 3, 4, 5. Oui, alors, ouais, je vais me lever. Est-ce que là c'est mieux au niveau du son? Bon, juste déjà vous remercier tous les 3 pour cet atelier. Moi, il se trouve que j'étais lors de la précédente mandature en commission défense et j'y étais particulièrement pour le secteur spatial étant toulousain.
Mais comme tu l'as dit, moi, je connaissais pas grand-chose. J'étais quelqu'un de lambda qui observe ça de loin. Donc le ticket d'entrée est effectivement très élevé pour comprendre tout le maquis qui peut exister dedans. Toujours est-il que ce dont on peut être fier quand même à la France Insoumise, c'est que quand on va chez Ariane, à Airbus Space and Defense, au CNES, la France Insoumise est reconnue pour avoir un programme qui est détaillé, exhaustif et crédible sur la question. Et je pense qu'on le doit à celles et ceux qui ont travaillé dans le livret thématique de longue date. Et même d'ailleurs dans le livre de Jean-Luc Mélenchon, Faites mieux, que j'espère que vous avez tous lu. Bon, je ne dirais pas qu'il n'a pas lu, je vous promets. Mais il y a tout un chapitre dédié à l'espace. Et ce qui est assez intéressant, et vous en avez parlé, moi c'est la question que j'aurais pour vous pour finir, c'est qu'en fait on est dans une situation un peu contradictoire où il y a une vraie passion pour l'espace, d'une certaine manière du grand public. C'est à travers Thomas Pesquet, c'est à travers par exemple le fait qu'on va faire des observations avec James Webb. Je vois les contes d'Éric Lagadec, d'Olivier, les livres même sur le spatial, on en a tout le temps en librairie qui rappellent soit la conquête de l'espace, soit des observations scientifiques dessus, mais que paradoxalement les vrais enjeux, c'est-à-dire écologiques, de souveraineté de l'accès à l'espace, avec tout ce que ça revêt, Jean-Victor en a parlé, il y a une question post-coloniale dans la question spatiale aujourd'hui. Il y a la question de la coopération internationale, parce qu'on sait bien que les pays qui n'ont pas les moyens n'ont pas accès, donc n'ont pas accès à certaines applications pour être souverains eux-mêmes. Tout ça est mis de côté, n'est jamais débattu. Et à la rigueur, sur BFM ou CNews, vous aurez, ou les chaînes... les grandes chaînes mainstream, c'est quand Ariane va décoller que là, on va avoir le droit à un petit peu de spatial, mais encore limité à la prouesse technologique. Et juste dire, moi, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à cette question-là par la question de la pollution lumineuse, donc depuis la Terre, en me disant comment ça se fait qu'à Toulouse, qui se prétend ville du spatial, quand je lève la tête au ciel, en fait, je vois très peu d'étoiles à cause de ça. Et pourtant, on a un maillage sur tout le territoire d'associations d'astronomie populaire, amateurs. Il y a la nuit des étoiles. Et je me demande si la question de la réappropriation par le grand public, c'est pas que nous, on invente un nouvel imaginaire sur le spatial, qui soit pas juste d'envoyer Thomas Pesquet très haut faire du saxophone, même si j'ai rien contre Thomas Pesquet personnellement du tout, mais avec tous les écueils que tu as dit, mais qui soit, on va dire, plus populaire et qui nous amène vers la coopération internationale et qui en fasse quelque chose d'émancipation pour les humains, mais aussi pour le vivant. Voilà, je vous remercie. Merci pour ta question, enfin ton commentaire, François. Là, on a vraiment la place pour une seule question, il me semble. On a débordé un petit peu. Ouais, bien sûr. Moi, je fais partie de la secte, justement. J'aurais une question. C'est pas vraiment une question, c'est juste pour rappeler qu'il n'y a pas de politique sans politique sociale aussi. On parle d'écologie, etc. Le monde du spatial, notamment télécom en France, est vraiment en souffrance. Avec en France, dans le bassin toulousain, avec les deux acteurs principaux qui se rejettent l'un sur l'autre, les coûts, les pertes, etc. On parlait d'utilité et de stratégie, on n'en est même plus là. C'est comment est-ce qu'on va faire pour avancer sur les projets en cours, qui sont d'ailleurs peut-être mieux que ce que proposent nos concurrents SpaceX. Notre concurrent SpaceX, OneSat, je pense, d'un point de vue écologique, est quand même un peu mieux que Starlink. Donc voilà, c'est juste un rappel et j'aurais bien aimé l'entendre maintenant. Je pense que les ingénieurs aujourd'hui sont plutôt au fait de l'écologie et portent cette dissonance cognitive tous les jours. Donc vous avez un point d'appui dans votre là-dessus. Voilà, c'est tout. Ça, c'est un point important et juste pour y répondre, avec François, on avait fait partie d'une délégation, on avait visité quelques industriels à Toulouse et c'est précisément ces questions-là qu'on a abordées, du sens à l'activité et cette question du faire mieux aussi dans l'industrie avec des meilleurs satellites, plus performants, plus optimaux du point de vue environnemental, etc. C'est précisément les questions qu'on a abordées. Et on voit bien que là, il y a un enjeu et peut-être un déphasage entre les directions et les bases qui se sont bougées. Je pense notamment aussi au CNES, qui a été en grève
En 2022, il y a eu un gros mouvement social. Et quel était l'enjeu? C'était précisément cette question. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et à l'époque, un des slogans, c'était on rompt avec la Startup Nation dans l'espace aussi. Et ça voulait dire quelque chose. On en a ras-le-bol dans l'espace juste mercantiliste, d'applications purement marchandes, où en fait on répond à une commande purement publique qui va dans ce sens-là. Et le président Macron a très peu parlé de spatial, mais quand il l'a fait, c'était depuis la station F, en disant il faut faire comme SpaceX. Ça, c'est le modèle qui est implémenté depuis Bercy et qui est une catastrophe. Et qui est source aussi de désarroi dans l'industrie. Et nous, on en est parfaitement conscients. Et ça fait depuis un certain temps qu'on fait un travail de fond aussi avec des ingénieurs insoumis dans l'industrie. Et il y en a. Et c'est très bien. Et je pense qu'il faut faire bouger les lignes. Il y a aussi une bataille culturelle à mener dans ces industries. Nous, on y tient aussi, à cette base industrielle qui est stratégique, pour reprendre ton terme. Et c'est aussi notre responsabilité politique de la rendre lisible, visible. Et moi, en tant que député, en même temps, avec cette capacité aussi expressive, comptez sur moi pour organiser des rendez-vous, des conférences, aussi à l'Assemblée nationale, où on mettra en visibilité les luttes salariales, les luttes... à tous les niveaux en ce moment sur les questions. En effet, on voit bien que pour ne pas les nommer, Airbus et TAS, il y a des gros problèmes de plans sociaux là, qui sont en cours. Là. D'ailleurs, on a fait un communiqué récemment avec les députés Picmal et Clouet, commun, pour soutenir les salariés qui sont en danger, clairement. C'est des centaines d'emplois qui sont menacés. Donc nous, on a un discours là-dessus et qui n'est pas du tout raccord avec ce qu'on entend à Bercy, quoi, clairement. Donc là, vous avez des alliés. Objectif. Je crois qu'on va devoir finir. Est-ce qu'on a encore 5 minutes? Sinon, ça peut durer toute la journée. Mais je vois que non, en fait, non. Si, 5 minutes. C'est signe qu'il y avait vraiment un intérêt pour cette conférence. Et j'en suis vraiment hyper... J'avais 2 questions, j'en poserai qu'une. Non, très court. J'aime beaucoup Aurélien Barraud, qui est astrophysicien et qui est également donc... un politologue qui est proche de nous, je pense, et j'étais assez un peu choqué, surpris qu'il ait jeté un peu le bébé avec l'eau du bain dans ses dernières déclarations par rapport au spatial. Je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensiez. Alors, c'est une très bonne question. J'ai vu cette intervention et il se trouve que j'ai coécrit un bouquin. On a été invités dans la même librairie, c'était le même dispositif. Il a répondu sur la conquête spatiale, qu'il a assimilé automatiquement à Thomas Pesquet, donc il s'est symétrisé comme jumeau maléfique de Thomas Pesquet. Donc il y avait Barraud-Pesquet, c'était une espèce d'affrontement terrible. Et en fait, je le dis sincèrement, moi je trouve que c'est grotesque. Ça sabote le travail critique, y compris politique. Parce que là, en fait, il jette tout. Alors qu'il a utilisé des données spatiales pendant longtemps, de satellites scientifiques. Donc à un moment donné, je trouve que c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, et ça flatte une espèce d'affect anti-techno trop facile. Beaucoup trop facile. Et moi, quand j'ai vu ça, et d'ailleurs, en tant qu'à l'époque sociologue, je devais en répondre en permanence parce que ça a été viral, cette vidéo, 1 million de vues, etc. Alors, que pensez-vous de ce qu'a dit Aurélien Barraud? Je trouve que c'est crétin, en fait. Là, je le dis sincèrement, c'est filmé, salut Aurélien. Mais je trouve que c'est pas bon politiquement. Parce que là, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est un exercice sur une ligne de crête. On jette pas tout, parce que tu l'as dit, c'est hyper important. On a besoin de satellites d'observation de la Terre, scientifiques, on a besoin de science. Vous avez tous des images du James Webb en fond d'écran sur vos ordinateurs. On sait qu'à un moment donné, il y a un spatial pertinent, quoi. Et là, pour moi, c'est cata. Voilà, je le dis sincèrement. Bien sûr, cette conclusion qui a le mérite de trancher dans le vif. Merci beaucoup pour votre assistance, votre attention. Là, je confirme que non seulement j'organiserai des conférences à l'Assemblée nationale, suivez Action Populaire, etc., je lancerai des invitations, et que l'année prochaine, on va parler de la Lune. Parce que je sens qu'il y a vraiment un intérêt pour ces questions-là, et ça permet de traiter plein de questions hyper importantes. Donc merci encore à Prunel Vogler, Philippe Luguerini d'être venu, et puis bons amphis, et on se reverra si vous voulez prendre un café ou une bière plus tard avec nous. On est dispo.